Il y avait effectivement des progrès importants qui ont été réalisés, notamment le régime de change, le cadre de la politique monétaire, le nom de la monnaie et le modèle de la Banque centrale. C'était des décisions difficiles qui nous ont pris beaucoup de temps, beaucoup de discussions et d'échanges entre toutes les banques centrales de notre région, puisque nous avons différents systèmes. Mais finalement, dans un cadre très ouvert, ces décisions ont été prises. Et aujourd'hui, le grand défi que nous avons pour avancer dans ce projet important pour la région, c'est les progrès dans la convergence macroéconomique, c'est-à-dire le respect des critères de performance. Donc, ce sont des aspects qui vont être examinés dans quelques jours lors de la réunion du Conseil des ministres et au sommet des chefs d'État. Il s'agira de faire le point sur où est-ce que nous en sommes sur la convergence préliminaire à fin décembre 2019, parce que nous n'avons pas les chiffres définitifs de l'année 2019, mais ça va déjà nous donner une idée relativement claire de l'état de convergence, étant entendu que l'année 2020 a été fixée pour le début du lancement de la zone monétaire de la CEDEAO. Au niveau des secteurs, au niveau des politiques sectorielles, je voudrais parler un peu du secteur privé, puisque c'est essentiellement la source de la croissance économique que j'ai évoquée plus tôt. Comme j'ai dit, nous avons une croissance qui va se situer autour de 3,4% en 2020. On note une baisse des flux d'investissement, des flux directs d'investissement dans notre région. On devrait se situer aux environs de 29,6 milliards en 2018. On attend donc la fin de l'année 2019 pour voir un peu la situation, mais c'est une baisse qui est liée à plusieurs facteurs, des facteurs qui sont structurels et des facteurs aussi conjoncturels. Les facteurs structurels, c'est surtout les investissements publics dans certains secteurs clés, notamment les infrastructures, qui sont des secteurs qui attirent les investissements directs, les flux, le capital humain, le capital institutionnel, c'est-à-dire tout le système judiciaire et sécuritaire, et les questions de protection des droits de propriété et des cadres réglementaires. Mais il y a également les questions de politique d'investissement qui sont très différenciées dans notre région et les risques souverains. C'est pour aider, pour contribuer à régler ces questions que nous avons adopté au niveau de la région une politique et un code communautaire d'investissement qui, à ce jour, a été signé par 13 États membres. Et nous avons également le système de suivi d'un climat des affaires dans la CEDEAO, donc que nous sommes en train de développer pour nous donner une indication régulière, année après année, de l'évaluation du système du climat des affaires. Nous avons bien sûr plusieurs organismes internationaux, la Banque mondiale en particulier, l'indicateur Mo Ibrahim, qui donne des indications sur le climat des affaires. Mais nous estimons que nous voulons développer un indice au niveau régional qui puisse nous permettre d'avoir une idée également de l'évolution dans notre région. Nous travaillons à la création d'un conseil des entreprises de la CEDEAO pour renforcer justement le rôle du secteur privé dans le développement de nos pays membres. Et nous avons mis en place un cadre d'échange entre le secteur privé de l'Afrique de l'Ouest et la CEDEAO. La première réunion a eu lieu à Accra cette année. Nous allons continuer à renforcer ça parce que nous pensons vraiment qu'il nous faut, si on veut avoir des flux d'investissement privé qui soient encore plus importants que ce que nous avons connu, que nous connaissons, qu'il faut que le secteur privé soit dans les meilleures conditions pour jouer effectivement son rôle. Les marchés financiers sont au centre et au cœur de la dynamique des investissements privés. Nous avons plusieurs marchés financiers du Nigeria, au Ghana, dans la zone UEMOA,
Donc, il est important que nous puissions intégrer davantage ces marchés financiers. Ça va permettre d'avoir une masse critique encore plus forte et ça va donc donner des effets d'échelle pour accroître et attirer des investissements directs, des flux directs d'autres régions du monde. Donc, c'est ce que nous sommes actuellement en train de faire au niveau des marchés financiers. Je voudrais indiquer également que nous avons mis en place un projet régional de stabilisation qui va démarrer au premier trimestre de l'année 2020 avec l'appui des partenaires extérieurs. Il s'agit à travers ce projet régional de soutenir les projets au niveau, que ce soit de l'agriculture, de la transformation, des aspects liés pour renforcer les questions d'emploi, investir également dans les infrastructures, notamment dans les zones difficiles, en matière sociale et socio-économique en particulier. Donc c'est un projet sur lequel nous comptons beaucoup pour aider et contribuer à alléger les difficultés dans les zones les plus défavorisées de notre région. Au niveau de l'agriculture, la priorité pour nous, c'est d'accompagner les efforts qui sont faits au niveau de chaque État, qui sont très importants, il faut le souligner, pour améliorer la productivité des exploitations agricoles. Dans ce sens, sur la période récente, nous avons soutenu les centres nationaux de spécialisation dans plusieurs pays. Nous avons contribué à développer des technologies, à les diffuser. Nous avons également aidé à former des jeunes avec notamment des bourses pour justement les aider à renforcer leurs compétences dans ce domaine. Nous travaillons à la formulation d'un programme d'appui à la transformation agricole en Afrique de l'Ouest. L'objectif également étant de renforcer l'impact des politiques et des stratégies dans le domaine agricole qui tiennent compte des contraintes que nous avons, à savoir les changements climatiques. Ça également, c'est un aspect de notre stratégie. La sécurité alimentaire en matière de notre réserve régionale qui nous a permis d'intervenir dans 6 pays de la région qui ont connu des périodes de difficultés liées à la sécheresse. Donc nous travaillons à renforcer notre réserve, aujourd'hui de 60 000 tonnes. Nous voulons augmenter pour pouvoir être prêts, le cas échéant, si des pays membres, comme je l'ai dit, qui ont bénéficié donc de des céréales de cette réserve, viendraient en avoir besoin. Nous avons plusieurs programmes, notamment les programmes de lutte contre les mouches, contre les fruits, programme de développement des productions animales et le développement de l'agriculture aux exigences environnementales. Au niveau des infrastructures, nous continuons nos efforts dans les transports, l'énergie et les télécommunications. Au niveau des transports, nous avons le projet qui est en cours d'autoroute sur l'axe Lagos-Abidjan. Pardon, j'ai anticipé. Nous parlons d'abord des postes de contrôle juxtaposés. Donc, plusieurs de ces postes ont déjà été réceptionnés, celui entre le Nigeria et le Bénin. Et malheureusement, avec la fermeture de la frontière actuellement, il n'est plus tellement... actuellement, il est un peu à l'arrêt. Et celui entre le Ghana et puis le Togo a été finalisé l'année dernière, cette année en 2019. Mais nous avons celui entre le Nigeria et le Cameroun qui est quasiment achevé et qui devrait très tôt être prêt. Nous avons 2 dont les travaux vont démarrer, c'est ceux entre la Guinée et la Côte d'Ivoire et entre le Libéria et la Côte d'Ivoire. Et nous avons d'autres sur lesquels nous sommes en train de travailler avec les partenaires pour mobiliser les financements entre le Sénégal et la Gambie, entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, entre le Ghana et le Burkina Faso et entre la Sierra Leone et le Libéria. Au niveau du transport, nous avons le projet d'autoroutier Lagos-Abidjan qui avance très bien. C'est un projet avec lequel nous sommes relativement satisfaits. Nous avons mobilisé 22 millions de dollars de la BAD et de l'Union européenne et il y a 3 cabinets d'études qui ont démarré les travaux pour les études de faisabilité. Ces études de faisabilité devraient être prêtes dans les 2 mois, je pense février 2020,
Et à partir de ces études de faisabilité, nous allons organiser une table ronde des bailleurs pour pouvoir mobiliser les ressources et lancer l'appel d'offres pour les travaux de construction d'ici 1 an. Donc c'est un projet qui avance bien. Plusieurs étapes importantes ont été enregistrées et nous allons continuer dans ce sens. Nous avons la deuxième phase de ce projet qui est la continuation sur Dakar, Praia, qui fait 3 fois Lagos-Abidjan. Et là, il y a des phases importantes qui ont été également franchies, la signature du traité, la finalisation pour l'adhésion du Cap-Vert, notamment le volet maritime. Et nous sommes en discussion avec la Banque islamique de développement. Les besoins de financement pour les études sont estimés à 90 millions de dollars. Nous avons bon espoir que nous allons pouvoir mobiliser ces ressources pour justement lancer cette phase. Au niveau de l'énergie, il s'agit pour nous d'intervenir à 3 niveaux. Au niveau d'abord du renforcement de nos capacités énergétiques, parce qu'aujourd'hui, il faut dire que notre demande dépasse notre production. Donc, renforcer les capacités énergétiques de notre région, faire en sorte que nous puissions également interconnecter nos réseaux pour avoir un impact sur le coût de production et donc d'achat de l'énergie, et également faciliter l'accès à l'énergie, notamment dans les zones rurales. Donc voilà un peu les 3 axes de notre stratégie en matière énergétique. Nous avons donc un certain nombre de projets en matière de production qui rentrent dans le cadre du West African Power Pool, c'est-à-dire le système d'échange d'énergie de la CEDEAO, et donc qui sont faits donc, sous la coordination des projets nationaux, mais coordonnés un peu au niveau régional par la CEDEAO à travers le West African Power Pool. Donc nous avons plusieurs projets, 6 projets qui se trouvent en Guinée au niveau de l'OMVS, le Bénin, le Ghana et le Togo, le Bénin et le Togo. Donc ce sont des projets qui devraient être finalisés progressivement entre 2020 et 2024 et devraient accroître substantiellement les capacités d'énergie dans notre région. L'interconnexion, comme je dis, c'est important parce que c'est à la base de la stratégie du système d'échange de l'énergie, parce que, comme j'ai dit, ça va permettre à des pays qui ont des besoins ponctuels ou permanents d'énergie de pouvoir acheter et acheter à coût plus faible. Donc plusieurs projets d'interconnexion sont en cours, coordonnés par le WAP, et ils touchent des projets entre le Ghana et le Togo, entre le Libéria, Sierra Leone et Côte d'Ivoire, entre le Niger, Nigeria, Bénin, Togo, Burkina, et entre la Guinée et le Mali. Donc ces projets vont être finalisés au cours de la période 2020-2023, et ça va nous permettre d'opérationnaliser le système d'échange, puisqu'il a été lancé en avril 2018 à Cotonou, et donc nous pensons qu'il sera opérationnel dès l'année prochaine, et nous envisageons de commencer avec le premier anneau, c'est-à-dire les pays Burkina, Mali, Côte d'Ivoire, Guinée et Libéria et Sierra Leone, Ghana, donc qui sont pratiquement prêts en matière, et Bénin et Togo qui sont prêts en matière d'interconnexion, mais déjà ce serait une première phase. Le troisième axe de notre stratégie, c'est l'accès. Nous avons encore un accès qui reste insuffisant par rapport aux besoins. Quand on regarde l'accès, notamment dans les zones rurales, il y a un besoin d'investir dans ce domaine. Donc là encore, les États font des efforts importants. Et dans le cadre donc, de l'appui régional, au niveau de la CEDEAO, nous avons plusieurs actions qui sont menées. Le projet ROGEP que nous avons avec la Banque mondiale, qui est un projet de 200 millions de dollars, qui est exécuté par l'agence de la CEDEAO, ECRE, et qui vise justement à déployer des systèmes autonomes solaires pour toucher les zones rurales. Donc ce projet a été signé en 2019 et va être déployé sur les 4 prochaines années.
Nous avons le projet RIAP, qui est un projet également de renforcement en 2020. J'ai parlé du marché régional de l'électricité. Nous pensons l'opérationnaliser dès cette année avec donc la première phase. Au niveau des télécommunications, notre objectif, c'est surtout de rendre notre espace unique au sens de la communication avec la réglementation sur le roaming régional, pouvoir recevoir des appels gratuits lorsque nous sommes en itinérance dans la région, c'est-à-dire par l'application des tarifs locaux. Et nous avons également le projet qui est important, ce qui touche la question de la gestion des marchandises en transit, qui est le système d'opérationnalisation informatique à l'ISA. Il a été déjà signé pour 3 pays, Burkina, Togo, Côte d'Ivoire. L'objectif, c'est de pouvoir étendre tous les pays de la région à travers cette interconnexion de ce système. Au niveau des aspects humanitaires, la situation, évidemment, elle est liée à l'insécurité. C'est une situation difficile. Nous avons de nombreux déplacés internes, plusieurs écoles qui sont fermées dans la région et les besoins en assistance qui sont importants. Monsieur le parlementaire, vous êtes sur le terrain, donc vous êtes bien au courant de cette situation difficile que beaucoup de pays de notre région ont et pour lesquels des solutions doivent être apportées. Donc nous travaillons également donc, sur cette question. Nous avons soutenu le cadre réglementaire et législatif donc, de lutte contre le mariage des enfants, avec une action très forte au Niger cette année. Nous avons également l'harmonisation donc, au niveau de l'emploi, des lois sur le travail, et également des directives qui visent surtout à aligner le droit du travail des États membres par rapport aux obligations internationales. Nous poursuivons notre programme de volontaires de la CEDEAO, nous souhaitons l'amplifier et poursuivons la poursuite, l'octroi de bourses aux filles et aux garçons, et à travers notre Institut du genre à Dakar, nous continuons à soutenir le genre dans nos activités. Le retour des biens culturels, je crois que c'est un dossier qui est passé au Parlement. Je voudrais vous remercier. C'est suite à une déclaration par le sommet des chefs d'État en 2018, décembre 2018, sur le retour des biens culturels, avec une feuille de route, un plan d'action régional qui a été également préparé. Au niveau de l'éducation, notre priorité, ça reste toujours, numéro 1, c'est vraiment l'harmonisation des curricula et des diplômes. Et donc, nous travaillons activement dans ce domaine, notamment également le système de l'information sur la gestion de l'éducation. Le programme de bourse continue, a été positif, pas mal de jeunes qui ont bénéficié de formations à différents niveaux. Nous l'avons étendu depuis cette année, nous l'avons étendu, nous l'avons revu pour tenir compte des secteurs qui sont des secteurs où il y a un fort besoin dans la région, c'est-à-dire les questions techniques et technologiques, notamment les secteurs extractifs, l'intelligence artificielle, la nanotechnologie et les autres domaines émergents. Nous l'avons aussi étendu pour tenir compte d'une plus grande amplification du genre, donc plus grande de femmes, de jeunes filles, pardon, plus augmenter le nombre de jeunes filles pour ce programme de bourse. Nous l'avons étendu également à la formation technique, à la formation professionnelle, où nous avons de nombreux besoins dans la région. Donc, et bien sûr, nous avons également continué à développer l'aspect immersion dans des secteurs industriels pour faciliter l'embauche et pour faciliter l'emploi. Nous lançons dès le début de l'année 2020 une étude régionale sur le développement du capital humain. C'est un aspect important puisqu'il s'agit de voir de manière globale, voir le capital humain, tenant compte pas seulement de l'éducation,
mais tenant compte de la santé, de l'aspect nutrition, de l'aspect emploi et de l'aspect production. Donc c'est une étude qui a démarré, qui sera finalisée au début de l'année prochaine, qui est donc réalisée par le cabinet McKinsey. Et ça va nous permettre donc d'avoir un diagnostic plus précis dans la région sur les insuffisances qui sont dans ce secteur au niveau régional, puisque chaque pays fait beaucoup d'efforts au niveau national, et pouvoir après développer des programmes spécifiques et adaptés pour donc répondre à ces besoins.